Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, dans la partie finale, on va parler des solutions possibles. Car en effet, on peut être très critique sur ce qui se passe actuellement. Il n'en empêche que des solutions sont possibles. Ou pas. Nous verrons ceci dans le podcast. Alors, c'est parti. Disclaimer. Certes, je suis un homme blanc, mais je vis en Afrique. Plus précisément au Togo. Tout le temps, je ne suis pas retourné en France depuis 2020. Je travaille, paye mes impôts et consomme là-bas. Ma femme est togolaise. Elle fut bonne, vendeuse de charbon et de salade, serveuse. Elle a vécu au Nigeria aussi. Son expérience m'est très utile parce que ça me permet d'avoir un point de vue local, le point de vue d'une personne qui a connu, qui a souffert de tous les problèmes que peut connaître l'Afrique. Elle a connu ça dans son corps, dans sa chair. Je porte ce combat, notamment pour ma fille de 6 ans. Je me bats pour elle et son avenir, et l'avenir de mes enfants futurs, et pour les générations prochaines que je côtoie dans mon métier tous les jours, dans l'éducation. La couleur de peau, la religion ou la différence ne doivent en aucun cas être un frein à la réflexion et à la critique si cette dernière propose des solutions. Car oui, on peut critiquer, tout le temps critiquer, blablabla. Mais si c'est pour rien proposer, ce n'est pas de la critique, c'est de la merde. La vraie critique, ça dit « ça va pas, on pourrait faire comme ça ». L'humain est au cœur de tout, surtout quand il souffre et que sa survie en dépend. Je suis ouvert au débat. L'espace commentaire est là. Je n'ai pas la science infuse. Je peux faire des erreurs. Si malgré cela vous le prenez mal, pas de souci. Vous montrez votre bêtise crasse. Le sommaire, nous allons voir le rôle de l'État, nous allons voir sa force et ses faiblesses, nous allons voir le rôle de l'apprentissage. On va voir le système éducatif, les autres apprentissages possibles, le rôle de l'individu, le cadre limitant pour l'individu, mais la possibilité de l'émancipation, la question de la violence et de la révolution. Nous allons critiquer cette révolution, voir que la violence est une fausse solution. On va voir que ma démarche est pour la non-violence et je vais vous montrer l'utilité de la non-violence. Enfin, nous allons conclure que la situation est malheureusement actuellement bloquée. Le rôle de l'État. Alors l'État africain, même si c'est une coquille vide née de la colonisation, c'est-à-dire qu'on a dit à des Africains de gérer des superstructures qui avaient été créées en partie durant la conférence de Berlin en 1884, a quand même des forces. Déjà, elle crée de la norme politique, elle fait des lois économiques, elle gère, même si on a bien vu qu'il y a des ingérences, mais quand même, elle fait quand même de l'économie. Et pour la société, elle est unificateur. Et tant mieux, car les États africains sont loin d'être des États-nations. Elle unifie, selon des termes, les Togolais. Voilà, on unifie les peuples du Togo en disant qu'ils sont Togolais. On crée des normes, des lois, des calendriers, des programmes scolaires, ce qui fait quand même que l'État africain a une existence. Il est créateur d'émotions, notamment avec le sport et les fêtes. Et on exploite l'espace. Et on pourrait encore tellement faire mieux. Parce que les politiques d'aménagement du territoire africain sont encore très déficitaires. Et il y aurait tellement à faire. Tellement de terres agricoles qui ne sont pas bien exploitées. Tellement de possibilités économiques qui ne sont pas exploitées. Mais on exploite de l'espace. Et se mettre en avant. On crée des événements, on crée des choses. Quand même, le Togo a quand même un agenda, le Nigeria un agenda. Ils ont quand même des choses à mettre en avant. Pour le Togo, ça peut être ses célébrités comme Adebayor. Le Nigeria, ça peut être sa filière musicale. Voilà, l'État peut arriver à se mettre en avant. Mais il y a des faiblesses. L'impôt, sa récolte et son utilisation. Surtout que l'impôt, c'est important, hein. C'est pas comme l'argent que peut te prêter le FMI. Là, ça, c'est de l'argent frais. C'est de l'argent où il n'y a pas de taux d'intérêt dessus. La faible création de normes typiquement locales, c'est beaucoup de l'exporter. Je vous ai dit que l'État crée des choses. Mais si on gratte un petit peu, si on regarde bien, ces créations-là, bah, ça vient de l'extérieur. Ouais, on met en place une décentralisation. Qui vous dit que ça s'est pas inspiré de ce qui se fait en France il y a depuis plus de 40 ans? Ouais, on met en place des normes politiques, économiques, mais si c'est des choses qui se font ailleurs, c'est ça le problème. C'est qu'on ne crée pas. L'État africain pourrait être encore plus fort s'il créait lui-même ses propres normes, ces normes typiquement locales. L'espace exploité à des fins économiques, mais peu pour le quotidien. Et c'est aider. Ouais, c'est bien d'avoir une putain de route pour permettre l'accès à l'usine. Mais si ta population n'a pas, par exemple, de moyens de transport pour avoir cette route, elle lui sert à rien. C'est bien d'avoir une super route qui traverse un village, mais si les gens sont trop pauvres
Et c'est ça la vérité. Trop pauvre pour acheter une moto ou une voiture, votre route, elle ne sert que à des camions et elle ne sert qu'à des entreprises. Elle ne sert pas aux gens dans leur vie quotidienne. Et c'est aidé par l'étranger. Aujourd'hui, par exemple, le Togo, je le vois mal implanter des usines ou des routes. Ça n'est pas aidé par les Chinois ou par des entreprises occidentales. Il y a une unification, certes, mais par groupe. On voit qu'il y a beaucoup d'inégalités. C'est incomplet. Les États africains sont des États totalement inégalitaires. On le voit bien en Afrique, où on a une classe riche, qui a beaucoup de richesses, et des pauvres. Et la classe moyenne existe très peu. Et pourtant, il faut une classe moyenne dans un pays. On ne peut pas avoir un pays qu'avec des riches et que des pauvres. Parce que les riches vont abuser des pauvres et vont tout faire pour se maintenir au pouvoir en niant l'humanité de ces pauvres. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait une classe moyenne qui fasse tampon, qui puisse aspirer à un ascenseur social ou à une dégradation pour que ça circule. Ça fonctionne toujours. Il faut toujours un tripartisme. Ça a toujours fonctionné comme ça, les sociétés humaines. Avec les riches, mais une classe moyenne qui est au cul, qui peut menacer leurs privilèges. Donc, ils font gaffe. Une classe moyenne qui va essayer de monter et éviter de descendre, et une pauvreté qui va espérer accéder à la classe moyenne pour espérer dans un futur un peu plus lointain accéder à la richesse. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ça aujourd'hui encore en Afrique. Et malheureusement, l'État africain est encore trop faible. C'est une serpillière pour les autres, une serpillière pour l'impérialisme, une serpillière pour les entreprises. La gestion de l'exploitation de certaines ressources, la gestion de certains traités, leur place en géopolitique. Malheureusement, l'État africain n'a pas la puissance qu'il devrait avoir pour réellement aider sa population. On va parler maintenant du rôle de l'apprentissage. On a le système éducatif. Alors déjà, le problème du système éducatif, c'est l'explosion démographique. Je rappelle les chiffres que j'ai donnés la dernière fois. Le Togo, dans les débuts de la décennie des années 1990, était à peu près 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est à peu près 8 millions. Ces 6 millions de Togolais, la majorité ont moins de 20 ans. C'est une réalité, beaucoup de pays africains ont une jeunesse de moins de 30 ans avec une portion qui dépasse les plus de 60-70%. Et donc, cette explosion démographique fait exploser l'offre et la demande. Il y a une demande excessive d'éducation et donc a besoin de répondre par une offre. Il y a besoin d'écoles, il y a besoin de professeurs, il y a besoin de matériel scolaire. Et ça pose un énorme problème et ça met déjà en stress les systèmes éducatifs qui sont imparfaits. Il y a la question du professeur, sa formation, comment il est payé. Et oui, comment est formé un professeur? Comment il est formé? Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il est préparé à être envoyé dans des villages au fin fond de l'Afrique, sans électricité, donc sans possibilité d'avoir un ordinateur, sans possibilité d'avoir un PowerPoint, sans avoir possibilité d'accéder à Internet pour préparer ses cours, accéder à des cours en ligne et des trucs comme ça? Est-ce qu'il est formé pour gérer des classes de 30, 40 élèves? Quand j'ai enseigné à Palimé, j'avais 62 élèves dans ma classe de 3e. 62 élèves dans ma classe gérée. Est-ce qu'un professeur est formé pour une gestion? Comment il gère les cas difficiles? Comment il gère les problèmes? Parce que c'est des problèmes multiples et variés en Afrique. Des gamins qui n'ont pas mangé, des histoires de famille, des histoires de sectes et tout ça. Je le vois encore actuellement aujourd'hui dans mon école, même si je travaille dans une école avec des enfants avec des familles un peu plus huppées. Donc oui, il y a la question de la formation. Il y a aussi la question de la paye. En effet, on ne pourra pas remplir nos écoles de professeurs si on ne motive pas les personnes. Un mec qui fait une licence de mathématiques et qui va gagner le double en travaillant dans une banque, il va pas être professeur de mathématiques. Un professeur d'histoire, quelqu'un qui est formé en histoire, va pas travailler dans une école s'il peut gagner le double en étant fonctionnaire ou en travaillant dans un bureau. Un professeur de langue, d'anglais, d'espagnol, s'il peut travailler dans l'import-export et qui gagne le double que s'il enseigne, il ne va pas devenir professeur d'anglais, d'espagnol ou d'allemand. Voilà, il y a la question de comment on paye les professeurs, comment se passe leur rémunération et leur intéressement. La place du privé, là aussi c'est un énorme problème dans le système scolaire africain, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles privées. Et oui, c'est un deal plutôt bien, c'est que l'État n'arrivant pas à couvrir, à mailler comme il faut le territoire au vu de l'explosion démographique, et beaucoup d'écoles privées sont mises en place. Mais le problème, c'est que ces écoles privées ne sont pas ou peu aidées par l'État. Et donc, le nombre de places, la pédagogie, comment on rémunère les professeurs. Parce qu'un professeur mal payé est un professeur qui mange mal, un professeur qui travaille mal. Et donc, la qualité scolaire, la qualité de l'enseignement en est impactée.
la question des programmes. Sont-ils en adéquation? Est-ce que les programmes que nous avons actuellement dans l'éducation forment des jeunes Africains prêts à combattre les défis de la pauvreté et à reprendre la lutte panafricaniste comme les pères de l'indépendance et comme certains d'entre nous? Ou est-ce qu'ils forment des employés serviles, prêts à se vendre pour le grand capital et à se vendre pour l'impérialisme? Telle est la question. Et c'est une question très complexe. Est-ce qu'ils sont en adéquation avec les défis et les besoins? C'est bien. Aujourd'hui, on voit les pubs, ouais, des écoles de commerce, de management, de business. C'est très bien. Vous formez des managers et des businessmen au Togo. C'est très bien. C'est très bien. Mais à un moment, il faut aussi former des agriculteurs, il faut former des plombiers, il faut former des médecins, il faut former de l'intellectuel qui vont réfléchir, qui vont produire du concept. Et pas juste former des managers quand tu as des écoles de riches ou de former des vendeuses de riz parce que le système scolaire est tellement claqué du cul à certains endroits que les gosses quittent l'école sans diplôme et que leur seule source de revenus, c'est de faire moto-taxi ou de vendre le riz. Voilà là aussi la question de la pédagogie. À l'occidental où on trouve un statut pour l'enfant africain. Eh oui. Parce que là, en ce moment, on est en train de se dire qu'on va imposer ce qui se fait dans l'éducation occidentale en Europe, c'est-à-dire l'abolition de la violence corporelle, tout un discours sur l'enfant. Mais breaking news, le petit Timothée qui a grandi à Paris n'aura pas du tout la même psychologie, n'aura pas du tout les mêmes besoins pédagogiques que le petit Boubacar qui a grandi à Thiès au Sénégal. Son environnement et son contexte sont très différents et donc il va falloir à un moment que des intellectuels africains se posent la question du statut de l'enfant africain pour adapter sa pédagogie et s'assurer de sa réussite. Parce qu'une bonne pédagogie, c'est une réussite garantie. Une pédagogie exportée, venue dans les valises des étrangers, c'est un échec s'il n'y a pas d'adaptation sur le terrain. C'est comme si un mec de 120 kilos devait rentrer dans le short d'une mannequin anorexique. Ça ne va pas aller, ça va craquer dans tous les sens. Mais dans la vie, il n'y a pas que l'école. Il y a les autres apprentissages. Déjà, la télévision. Je trouve scandaleux aujourd'hui qu'on n'ait pas un C'est pas sorcier à l'africaine. Ouais, je sais, vous allez me dire, ah, c'est un concept d'Occident que tu reprends. Ouais, je sais. Non, mais une véritable émission. J'ai eu cette chance. Je suis né en 1992. À partir de 95, 96, j'ai eu la chance d'avoir des émissions comme Egal M6 ou C'est pas sorcier qui m'expliquaient le monde avec des mots simples, avec un truc fun, que ça m'a donné envie d'ouvrir des livres, d'apprendre, de réfléchir, d'analyser mon monde. Et je veux que les Africains, je veux que mes enfants aient cette chance-là. Tu l'adaptes, tu supprimes le camion, Jamy, tu le remplaces par Mamadou dans une case, t'en envoies un autre sur le terrain, et pouf, tu as ton C'est pas sorcier à l'africaine. C'est tellement possible. C'est tellement possible. Internet est un outil merveilleux. Ouais, on peut nous critiquer, le complotisme, les fake news et les dérives d'Internet. Mais comme tout, il y a des dérives. J'aime bien quand la télé se met à cracher sur Internet, alors que dans certains chaînes de télévision, il y a des mecs qui prennent de la cocaïne, qui baissent des putes et qui ont des dossiers à la justice longs comme le bras et qui ne se sont pas encore fait sauter parce qu'ils connaissent la bonne personne. Voilà, ça le mérite d'être dit. Mais il faut une offre à l'africaine. Allez voir Wikipédia sur l'histoire africaine, c'est d'une pauvreté par rapport au Wikipédia anglophone. C'est d'une pauvreté. Il n'y a pas grand-chose comme offre pour le savoir, pour l'histoire, pour les sciences africaines. On ne promeut pas assez. On met en avant le contenu occidental parce que Internet a été pensé par les Occidentaux. Mais il n'y a pas d'offre pour les Africains, pour mettre en avant les savoirs et les trésors de l'Afrique. Les réseaux sociaux, avec l'échange, le partage entre Africains pour permettre un apprentissage. Je t'apprends un truc. Par exemple, moi j'ai des connaissances en histoire, tu as des connaissances en économie, nous échangeons, je t'apporte, tu m'apportes, et voilà, là on y arrive. L'ancien a une importance cruciale dans l'apprentissage autre que l'école. L'ancien. Alors certes, les anciens aujourd'hui sont pour la majorité des vieux schnocks qui se tiennent à leur pouvoir et qui empêchent les jeunes de s'émanciper. Mais l'ancien est un livre. L'ancien sait des choses, a des savoirs, il a des compétences qui sont hyper utiles. Et donc, il faut qu'il y ait cet échange avec l'ancien. Enfin, il doit y avoir le partage en explosion.
partagez, partagez. Vous savez un truc, vous le prenez à un autre. Il vous apprendra autre chose. Et comme ça, si on fait ces petits chaînons de partage, je te partage, tu me partages, tu partages à une troisième personne, une quatrième, une cinquième, une sixième. Le partage va arriver, ça va faire véritablement une explosion de savoir. Et donc, on va pouvoir compenser les faiblesses du système éducatif. Et donc, arriver à combattre, parce que c'est l'ignorance qui fait mal à l'Afrique. L'ignorance de ce qu'est l'Afrique, de ses capacités. Une fois que l'Africain sera, il fera. Maintenant, on va parler de l'individu. Alors oui, il y a un cadre limitant. Je conçois de plus en plus j'avance dans les semaines et dans les jours de mon voyage et de mon expérience africaine, qu'il y a un cadre limitant. Déjà, il y a le poids ethnique. L'ethnie est centrale en Afrique. Je vous l'ai déjà dit, les gens se définissent beaucoup plus par leur ethnie que par une nation qu'ils ont du mal à appréhender parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, qui est né de la colonisation et qui ne représente pas foncièrement leur intérêt. Hein, surtout dans certains pays où une ethnie a tout le temps le pouvoir et l'autre n'a pas l'ethnie, donc elle va pas foncièrement s'identifier. Elle va pas foncièrement s'identifier à ce pays. Je pense pas que les Tigréens en Éthiopie se disent qu'ils sont éthiopiens. Je pense qu'ils se disent qu'ils sont tigréens. Bon, il y a donc l'ethnie a un poids important. Beaucoup de mariages se font dans l'ethnie. C'est rare qu'il y ait des mariages extra-ethniques. Il y a tout le poids des traditions, des obligations liées à son ethnie. On a le poids de la religion. La religion est très importante en Afrique. Hein. Il y a des gens, ils passent leur temps à l'église, à demander à Dieu des solutions, alors que Dieu a dit aidez-vous, hein, aide-toi et Dieu t'aidera. Mais c'est pas grave. Il y a le poids de la religion. Il y a aussi le poids des traditions. Il y a la tradition, les traditions qui limitent, qui cadrent la vie. C'est très important les traditions. C'est une des raisons pourquoi les pays occidentaux se cassent la figure, c'est qu'ils ont perdu leur tradition. Hein. Ils se sont noyés dans une world culture à la mange-moi-le-nœud, mais ça ne va pas. Mais oui, il y a ce poids de la tradition, ce poids de l'autocratie, on ne prend aucune initiative. Hein, l'initiative est très mal vue en Afrique. Très mal vue. Il y a un cadre, on fait les choses, on ne bouge pas. On ne réfléchit pas à sortir de ce cadre, de ces traditions-là. Je vous donne un exemple. Dans mon travail, c'est le chef qui décide. Dès que tu prends une initiative, ah ouais, mais il faut demander au chef. Oui, mais attends, je vais faire mon truc et je vais vous montrer le résultat et vous verrez que c'est bien. Et après, on fera valider par les gens. Non, il faut demander au chef. Faut pas se lever, faut pas parler trop fort. Il faut pas vouloir changer les choses. Oh mon Dieu, changer les choses, ce serait un drame. Il y a des traditions, c'est comme ça que ça se passe. Je le vois aussi avec ma femme. Hein, il y a des choses qui doivent se faire. Par exemple, si je fais le ménage, c'est très mal vu. C'est pas mon rôle, c'est le rôle de ma femme. Voilà, il y a ces traditions et cette impossibilité de penser que cela peut changer. Nous avons aussi une occidentalisation, c'est-à-dire que l'Africain est tiraillé. D'un côté, il a son africanité en lui, incorporée dans sa chair, mais d'un autre côté, la majorité de ses influences sont occidentales. Et on n'arrête pas de vivre dans un monde, un fantasme occidental, avec une occidentalisation très forte des esprits et des corps. Et enfin, il y a un truc que beaucoup d'Africains oublient, bah, tu resteras un putain d'Africain. Désolé de le dire comme ça, mais c'est la métaphore Kirikou. Vous serez toujours vu, c'est ça le problème, c'est que l'Africain restera toujours un Africain. Il pourra combattre, il pourra occidentaliser autant qu'il veut son corps, ses pratiques. Il restera un putain d'Africain pour les autres. Hein, au mieux, il restera le black sympa en Europe et une noix de coco pour ses congénères en Afrique. Une noix de coco, c'est noir de l'extérieur, blanc de l'intérieur. Mais tu resteras un putain d'Africain. Et donc, ce cadre est très limitant. Et surtout quand l'Africain a autant mauvaise presse. Hein, l'Afrique, c'est la famine. L'Afrique, c'est la guerre. L'Afrique, c'est les coups d'État. Tu resteras un putain d'Africain. Tant que l'Africain ne sera dans ce cadre limitant et qu'il ne sera pas dans un cadre exponentiel et qu'il rayonnera, il restera un putain d'Africain et ça restera malheureusement péjoratif. L'émancipation. Alors, elle est très difficile. Je le vois. Plus j'avance dans mon voyage en Afrique, plus je vois que cette émancipation est
difficile avec toutes les contraintes que je vous ai dit actuellement et avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Surtout qu'il y a cette fausse émancipation qui est de l'Africain de quitter sa terre d'origine, donc de se déconnecter pour soi-disant s'émanciper. Mais se déconnecter de sa racine ne fait pas une émancipation. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais il y a 3 postulats. Premièrement, le bagage intellectuel. Ce bagage intellectuel, c'est quoi? C'est une connaissance de soi-même, une connaissance de l'histoire, une connaissance du monde, de la géographie, de la sociologie, des langues. Enfin, une connaissance très importante. Déjà une connaissance théorique et une connaissance de soi-même. Cette connaissance théorique va permettre de comprendre le monde dans lequel il nous entoure. Et la connaissance de soi-même va permettre de comprendre nos forces, nos limites, et que ces limites ne viennent pas entraver l'émancipation. Il y a la question de la couille. Il ne faut pas peur d'avoir des couilles, d'avoir du courage. Et ça, c'est la question. C'est avoir le courage, ne pas avoir peur de souffrir dans sa chair, de subir la douleur. Il y a la question aussi de l'audace. Il va falloir oser. Si l'Africain veut s'en sortir, il va falloir qu'il ose, qu'il n'ait pas peur de faire autrement, de sortir des sentiers battus pour y arriver, pour être sûr que tout va bien se passer. Il faut qu'il ose. Ça va bien se passer dans le futur, certes. Certes, ça va être difficile au départ, mais il va falloir qu'il ose, qu'il amène de l'audace. Avant de conclure, je dois aborder 2 termes que je n'ai pas abordés dans mon développement, qui sont la violence et la révolution. Déjà, nous pouvons critiquer la révolution parce que cela provoque déjà un emballement et une rupture. Par exemple, la révolution de 1789 a provoqué des ruptures dans les sociétés, pas que françaises mais européennes, pendant plus de 130 ans. Il ne faut pas oublier que la Révolution française est une des causes de ce qui va amener la Première Guerre mondiale. En effet, la Première Guerre mondiale, c'est une lutte entre des régimes autocratiques qui se revendiquent un peu de l'ancienne école, un peu ancien régime, contre des régimes démocratiques. Il y a les échecs des révolutions de 1830 qui ont remplacé une monarchie par une autre monarchie et qui a à la fin arrivé quand même aux mêmes dérives. 1848, le printemps des peuples, qui a été un échec notoire parce que beaucoup de régimes autocratiques se sont installés après. L'Allemagne n'est pas devenue une démocratie après la révolution de 1848. L'unification de l'Italie a mis plus de 130 ans. Le Second Empire, au départ, c'est pas le régime le plus ad-friendly. Voilà. La révolution de 1917 aussi. Guerre civile et NEP. C'est-à-dire qu'on fait une révolution pour mettre en place un régime communiste et à la fin, on se retrouve avec une NEP, invention de Lénine, qui atténue beaucoup les principes de la révolution. C'est-à-dire qu'on fait une révolution pour un truc, après on revient sur les choses. Et c'est une rupture trop violente, créatrice de déséquilibre. Les sociétés sont des constructions dans le temps et l'espace. Les sociétés, les concepts, les modèles, les régimes politiques, ça se crée pas d'un coup et ça se développe comme ça. Non, ça se crée dans le temps, dans l'espace. Ça prend beaucoup de temps. Et est-ce que les sociétés africaines, qui sont déjà très fragiles, supporteraient des ruptures ou des convulsions aussi violentes? Malheureusement, on peut être invité à être assez sceptique sur ces questions-là. La violence est une fausse solution. C'est rapide et c'est la facilité. C'est trompeur. Car si c'est trop simple, malheureusement, c'est que ce n'est pas bon. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Il y a la question de la vengeance qui entraîne un cercle vicieux. Je bute mon adversaire, les soutiens de mon adversaire vont venir me buter. Et donc, mes soutiens vont venir buter ces soutiens qui vont buter. Voilà, c'est comme ça que naît une guerre, par exemple. Il y a une utilisation par les ennemis, de l'intérieur et de l'extérieur. Parce que ceux de l'intérieur sont contents. Pendant que vous foutez sur la gueule, pendant que 2 groupes se foutent dans la gueule, un 3e groupe peut prendre le pouvoir. Sans aucun souci. Et il faut pas oublier aussi que les vendeurs d'armes, c'est l'Occident, qui s'ingère dans nos histoires. Je tiens à vous rappeler que la majorité des membres du Conseil de sécurité font partie des plus grands vendeurs d'armes au monde. Il y a la question aussi des réparations et des procès. Après, et de la réconciliation nationale difficile. Le Rwanda a été marqué par un génocide et ça a fait énormément de dégâts dans la société. Les guerres qu'il y a eu au Libéria, par exemple, la guerre civile au Sierra Leone, enfin toutes ces choses-là, ça prend du temps à réparer et ça fait énormément de mal au pays. Il y a la question morale. Il faut pouvoir s'arranger avec son esprit une fois qu'on a trucidé quelqu'un. Tuer un autre être humain, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que tu tues pas un autre, tu te tues toi-même en partie. Tu tues l'autre.
Tu le trucides. Et donc, c'est pas bon. Tu te tues une partie de toi-même, tu tues une partie de ton humanité. Et donc voilà, c'est pour ça que la violence est une fausse solution. Pour la non-violence, moins de sang, moins de problèmes. Chaque goutte de sang est un problème. Et un gros problème pour nos sociétés, et surtout quand tu veux faire des réformes. On évite les traumatismes et les séquelles pour les hommes et la société. Parce qu'on oublie les conséquences psychologiques. Il y a des mecs qui sont venus de la Première Guerre mondiale, autant vous dire, ils avaient des vieux flashbacks rien qu'en entendant un bruit métallique. L'odeur de la moutarde leur rappelait des choses pas très bonnes. Et quand les hommes sont traumatisés, c'est la société en entier qui est traumatisée. On n'a pas besoin de s'armer, on est moins dépendant de l'extérieur, parce qu'il faut savoir que l'Afrique ne produit pas elle-même ses armes, c'est toujours acheté de l'extérieur, récupéré par des miliciens et tout ça, et donc il y a la circulation d'argent sale, et donc c'est très problématique. Il y a une efficacité de la non-violence. En Inde, par exemple, Gandhi a très bien prouvé que la non-violence pouvait être une solution, et on révolutionne le combat. On ne révolutionne pas l'Afrique, on ne fait pas développer l'Afrique par la violence et par les armes, mais par l'esprit et le cœur. Et là, une fois que c'est l'esprit et le cœur qui te guident, ton combat est déjà gagné. C'est beaucoup plus facile de convaincre ton auditoire. Tu ne lui fais pas peur, tu ne le fais pas fuir, tu ne le fais pas t'accuser de terrorisme. C'est ton esprit et ton cœur. Et oui, les crayons, la pensée et la réflexion ne sont pas des balles de fusil. Elles n'ouvrent pas les chairs, mais elles ouvrent les esprits. Grand 5, conclusion, la situation actuelle est malheureusement bloquée. Premièrement, il manque d'un calva intellectuel, théorique et pratique, car on a plusieurs îlots du panafricanisme, espacés dans le temps et les idéologies, mais pas de doctrine unifiée qui pourrait nous servir de guide. Par exemple, le communisme chinois, c'est Mao, c'est le livre rouge. Le catholicisme, c'est la Bible. Le Coran, c'est l'islam. C'est pas plusieurs livres, c'est pas plusieurs auteurs. Il n'y a pas un calva unifié. Il y a une faiblesse des penseurs dans leur poids et leur résonance. Où sont les Sankara d'aujourd'hui, les Cheikh Anta Diop ou les Mark Zuckerberg? Je le sais très bien qu'un Mark Zuckerberg n'aurait jamais pu réussir en Afrique, le cadre étant malheureusement trop limitant. Il ne faut pas oublier la justice sociale. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement avec les contraintes du FMI et de l'ultralibéralisme. Il faut reconnecter l'Africain à sa fierté, qu'il soit fier d'être africain, qu'il soit fier d'appartenir à ce continent. Le panafricanisme est trop faible pour marcher, malheureusement. Ce panafricanisme, malheureusement, qui est trop faible, va peut-être devoir évoluer pour s'adapter aux défis du monde actuel. Les États-Unis d'Afrique sont malheureusement impossibles. La femme noire qui se blanchit la peau et se coiffe à l'européenne, qui n'assume pas son africanité, est un véritable problème pour le continent, parce que si l'Africain n'assume même pas d'être un Africain, on va pas s'en sortir. Tant que l'Africain ne crée pas ses modèles politiques, ça sera la merde. Et il aura des problèmes de gestion politique. Tant que l'Africain ne crée pas ses modèles économiques, ce sera la merde aussi, car il n'arrivera pas à gérer comme il faut son économie. Tant que l'Africain ne crée pas ses modèles culturels, ce sera la merde. Parce que tant qu'il ne produira pas sa norme, il ne pourra pas s'identifier à une culture qui n'est pas la sienne. Vu que c'est des modèles extérieurs, il ne peut pas se les identifier ou se les approprier. Et encore pire, tant que l'Africain se prendra pour un blanc, ça sera la merde. Tant que l'Africain voudra s'occidentaliser, il ne sera pas connecté avec ce qu'il est réellement. En effet, l'Africain doit se réapproprier son histoire en la connaissant et en comprenant d'où il vient. L'Africain doit saisir sa géographie pour voir qu'il est posé sur un paradis terrestre. La convergence des luttes, faible entre la diaspora et les natifs. La diaspora, elle compte les noirs dans une salle. Le natif compte les pièces pour savoir si on va pouvoir manger ce soir. La diaspora est majoritairement déconnectée du réel africain. Mais cette déconnexion est voulue et renforcée. Concernant les enfants, moins de quantité, plus de qualité. Il faut que nous misions sur la jeunesse, mettons en retraite ces vieux croutons qui veulent s'accaparer le pouvoir. L'homme africain doit se faire respecter et craindre. C'est le seul moyen pour qu'il soit traité à l'égal des autres. Par le savoir, l'Africain peut monter une arme pour le futur. Une génération consciente qui sait, qui comprend le monde sera très efficace pour l'évolution du continent. Il peut y avoir convergence des luttes avec le prolétariat occidental qui se fait fister par quasiment les mêmes. Que ce soit le prolétariat, le gilet jaune français et l'Africain qui a du mal à manger, c'est toujours la même chose. C'est une lutte de pouvoir, d'hyperclasse,
de riches qui exploitent le pauvre et le corps à son profit. Les Africains qui partent faire leurs études en Europe, ça ne change rien depuis 50 ans. Il vaut mieux développer les universités locales. L'immigration est un véritable trafic et une nouvelle forme de colonisation, c'est-à-dire qu'au lieu de venir sur le continent pour les coloniser, on les fait venir chez nous pour leur modifier leur esprit. Des pubs dans la matinale de la télévision publique qui vantent les études en France dès 7 heures du matin, c'est problématique, c'est-à-dire que l'impérialisme s'invite dès le petit déjeuner. Il y a toute la question de redéfinir les rapports avec les institutions étrangères, les ambassades, les associations, pour éviter que l'Africain soit le dindon de la farce. Tous les politiciens qui ont voulu faire bouger les choses ont eu des grosses emmerdes. Ça, c'est un point très important. Beaucoup ont été même assassinés. La société castratrice, où on limite l'individu et on l'expose au jugement, est un problème pour l'émergence de l'individu en tant que tel. Le manque de logique et de pragmatisme dans beaucoup de décisions et dans beaucoup de façons de faire, la possibilité via la numérisation non exploitée pour les impôts ou même pour les visas. Mes parents m'ont raconté que quand on leur a rendu leur visa quand ils sont venus au Togo, c'est encore avec un cahier et un crayon. Il faut revoir le rapport à la spiritualité. Moins de religion, plus de travail, moins de marabouts. Injecte ton fric ailleurs. Arrête de rêver du Wakanda. C'est ça qui m'amuse, c'est que les diasporas rêvent de ce Wakanda. Mais créez-le. L'Afrique, c'est le Wakanda. On a tout pour faire un Wakanda, mais il faut se sortir les doigts. Tant qu'on attend des autres et pas de soi, ça ne va pas bouger. Créons, c'est le bombardement face à cette piscine de chiasse. Créons du concept, de la réflexion, qui vont nous aider à répondre aux problématiques actuelles de l'Afrique. Notre intolérance est un cadeau qu'on fait à nos ennemis. En étant intolérant entre panafricanistes ou entre Africains, c'est nos ennemis qui se régalent de cela, qui se régalent du spectacle de nos divisions, qui vont exploiter pour nous soumettre. Il faudra terminer la décolonisation, notamment sur le volet mental. Arrêtez de vouloir se faire aimer des autres. On va pas attendre de se faire accepter par l'Occident, se faire accepter par Pierre Paul Jacques. Acceptons-nous comme nous sommes déjà et ce sera déjà très bien. Surtout quand on s'aime pas. C'est bien de vouloir se faire aimer, vouloir se faire respecter par les autres, mais il faudra déjà qu'on s'aime et qu'on assume ce qu'on est. Les ennemis de l'Afrique sont ceux qui l'ont colonisé, puis néocolonisé, et aussi ceux qui ont fait les traites. Ça veut dire que les ennemis sont aussi à l'intérieur, ceux qui ont participé à cela. Identifie tes ennemis et tes alliés et ne te trompe pas. Pendant de nombreuses décennies, l'Afrique s'est retrouvée avec des alliés qui étaient au fond ses ennemis. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier envers les Russes, envers les Chinois, parce que ça peut vite mal tourner. L'Europe lâchera l'Afrique le jour de leur chute finale. Tant que l'Europe aura une once de puissance, une once d'importance géopolitique et économique, elle sera au cul de l'Afrique pour lui exploiter ses ressources, bien aidée par certains qui sont bien contents de les bazarder à faible prix. Le FMI et l'ONU ne servent à rien, ils sont des cancers parce qu'ils n'arrivent pas à répondre aux problématiques actuellement posées aux Africains. Il y a deux types de traîtres à l'Afrique. L'idiot qui se laisse manipuler, il se laisse manipuler, il se laisse avoir par les beaux discours du néocolon, il se laisse avoir par les belles pubs et tout cela, et l'intelligent égoïste, qui le sait mais qui le fait en parfaite intelligence avec l'ennemi. La misère et les dysfonctionnements de l'Afrique se perpétueront parce que les gagnants de cette misère gagnent trop pour que cela bouge. Cette vidéo, ces 3 vidéos, c'est un coup d'épée dans l'eau. Soit ça va faire rire, le rire nerveux de l'impuissance, soit de la moquerie, soit littéralement me ramener à ma condition de non-africain, soit, encore mieux, l'ignorance. On va faire comme si ça n'existait pas, comme si rien n'avait été dit, et nous allons continuer avec nos destins médiocres. Médiocre comme l'état de cette Afrique magnifique, grandiose, mais qui malheureusement, parce qu'elle n'a pas confiance en elle et qu'elle est tombée sur des loupards qui lui ont fait subir les pires sévices, est aujourd'hui dans une misère sans nom. Camarades, l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme, le fantocisme, les voleurs, les paresseux, les détourneurs, les magouilleurs,